Bonsoir Fouzi Matet. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice de l'association Repère. Vous vous battez pour que les 300 000 enfants de l'aide sociale à l'enfance, ceux qu'on appelait avant les enfants de la DAS, eh bien, ils soient mieux protégés. Vous avez travaillé sur la proposition de loi qui vient d'être adoptée hier soir à l'Assemblée. On va en parler ensuite ensemble. Objectif, lutter contre ce qu'on appelle les sorties sèches. Alors, les sorties sèches, eh bien, ce sont des jeunes qui se retrouvent à 18 ans, du jour au lendemain, dans la rue, sans rien, ni personne. C'est ce qui vous est arrivé, Fouzi Matet. Dès l'âge de 3 ans, vous êtes ballotté entre les familles d'accueil, entre les déménagements, les services sociaux, et vous vous retrouvez un jour dans la rue. Oui, alors j'avais 22 ans, donc j'étais déjà un tout petit peu plus âgée. C'était en fin de contrat jeune majeur. Donc les contrats jeunes majeurs, ce sont les contrats qu'on nous donne, voilà, quand on a besoin d'un soutien familial qui se substitue. Et vous, à ce moment-là, vous avez fini votre contrat et vous êtes dans la rue. Exactement. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous faites ? Ce que je fais, c'est que j'appelle le 115. Le 115 me dit, il est 3 heures du matin, je suis rue de Rochechouart à Paris. Et 115 me dit, on ne peut pas vous prendre, vous êtes vraiment trop jeune et c'est trop dangereux, le 115, les CHRS pour vous. Donc, essayez de trouver une autre solution. On vous conseille de trouver ailleurs où aller. Donc, c'est quelqu'un qui m'a recueilli, quelqu'un que j'ai rencontré dans la rue, un monsieur voilà, qui est passé par hasard. Et je lui ai demandé où était le commissariat de Gare de l'Est pour dormir. Et il m'a dit, mais vous n'allez pas dormir là-bas. Et il m'a accueilli chez lui. Et il m'a vraiment aidé, ce monsieur, en toute gentillesse et sans... Ce qui vous est arrivé, ça arrive à beaucoup d'enfants qui se retrouvent, comme vous dites, lâchés dans la nature à leur majorité. Il faut rappeler que 1 SDF sur 4 est un ancien enfant placé. Comment est-ce qu'on explique ce chiffre, qui est quand même un chiffre frappant ? On explique ce chiffre parce que quand vous avez 18 ans, le jour de votre anniversaire, que vous vous retrouvez devant l'inspecteur de l'aide sociale à l'enfance et que celui-ci vous dit « c'est fini, on ne t'accordera pas un contrat jeune majeur », on prend ses affaires, on quitte le foyer ou la famille d'accueil et on se retrouve à la rue parce que un enfant de l'aide sociale à l'enfance, c'est un enfant sans famille. Vous parlez de ces fameux contrats jeunes majeurs. Vous avez eu la chance, entre guillemets, d'en profiter. Ça permet, en gros, un accompagnement quelques années après la majorité pour, par exemple, faire des études. Mais là encore, vous dites, c'est un peu à la tête du client. Oui, ça dépend des départements. Voilà, chaque département a une politique, soit une politique forte en termes de protection de l'enfance, soit pas. Aussi, les départements perdent de plus en plus de budget. Donc, du coup, ça va dépendre des départements et de leur bonne volonté. Et on voit là, 70% des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance n'ont pas de diplôme. Donc, on voit bien que ça concerne très peu de jeunes qui sont accompagnés ensuite au cours de leurs études. Est-ce que ça veut dire que l'État ne met pas suffisamment les moyens ? Parce que j'ai vu quand même qu'un enfant placé, en gros, entre 0 et 18 ans, ça coûtait 1 million d'euros à l'État. Et c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Alors, on investit pendant toute l'enfance de cet enfant, voilà, du jeune. Et à 18 ans, on lui dit, c'est fini. Et donc, du coup, on recrée une autre forme de précarité parce qu'à 25 ans, on se retrouve au RSA. Donc, on remplit les rangs du RSA et c'est pas une solution viable pour nous. À la suite de ces ruptures brutales, comme celle que vous avez vécue à 18 ans, vous dites que certains jeunes retournent parce qu'ils n'ont pas le choix dans leur famille biologique, parfois à leur risque et péril. Vous avez dû retourner chez votre maman et vous dites c'était un film d'horreur. Oui, c'était vraiment très compliqué. Ma mère, après notre placement, est devenue très malade, a eu une grosse dépression. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je suis retournée vivre chez elle, elle vivait avec plein d'autres personnes qui étaient aussi dans des situations très compliquées. Et c'était la maison un peu des malheurs. Et donc, du coup, c'était très compliqué. Je l'ai très mal vécu, surtout que j'avais été faire des études en école de commerce. J'avais vécu à l'étranger. Je revenais, en fait, d'une expatriation longue. Et c'était très compliqué pour moi, parce que là, je voulais plus compter sur mes amis qui avaient été, en fait, les personnes qui m'ont soutenue pendant toutes mes études. C'est grâce aux familles de mes amis, à leurs parents, que j'ai pu continuer ces études-là et aussi à ma famille d'accueil. Vous pointez du doigt l'importance du rôle des familles. Oui. Pour apporter plus de stabilité aux enfants placés, est-ce qu'il y a une réflexion à mener autour de ce rôle des familles d'accueil qui sont finalement centrales dans la vie d'un enfant ?
Oui, tout à fait. En fait, il y a beaucoup trop de règles à l'heure actuelle pour les familles d'accueil. Quand on devient famille d'accueil, on est formé et on nous dit il faut avoir de la distance professionnelle parce que c'est un métier, donc on est rémunéré, on a son salaire et on a aussi une allocation à la journée pour la nourriture, pour la vêture et tout ce qui s'ensuit. Et donc, du coup, on ne revient pas sur le fait du statut professionnel, très bien, mais par contre, on devrait ouvrir, élargir parce que plein de familles, par exemple des familles qui souhaitent adopter, qui attendent 10, 15 ans l'adoption, on le voit dans le film Pupille de Jeannery, toutes ces familles-là auraient le désir de pouvoir accueillir peut-être un pupille de l'État ou peut-être un jeune. Et ils ne le peuvent pas. Non, parce que si on travaille, on ne peut pas, il faut arrêter tout pour devenir famille d'accueil. Alors que dans une famille classique, les parents travaillent, vont au travail toute la journée, ils reviennent le soir, ils s'occupent de leurs enfants. Et nous, on aimerait bien aussi que les familles qui travaillent, qui sont salariées, puissent aussi devenir famille d'accueil, donc élargir un peu les rangs, parce qu'on sait aussi qu'il y a de moins en moins de familles d'accueil. Elles sont de plus en plus vieillissantes et plus personne ne se propose parce que les règles, les critères sont trop complexes. C'est limite du luxe pour un enfant placé d'être en famille d'accueil parce qu'il faut un jardin, il faut une maison. Les appartements, ça rentre pas dans les critères. Et on se dit, mais nous, on n'a pas besoin de ce luxe-là, on veut juste de l'amour, c'est tout ce qu'on demande. Vous en avez souffert de ces ballottages de famille d'accueil en famille d'accueil? Oui, alors j'ai fait 2 familles d'accueil et j'avais un très fort attachement à ma première famille d'accueil que je considérais comme mes parents. Donc ça a été très difficile parce que je suis partie en plus à la suite du décès de mon petit frère qui était dans cette famille d'accueil-là aussi avec moi. Il est décédé et après on m'a changé de famille, donc c'était un double choc pour moi, ça a été vraiment très compliqué. Et la famille d'accueil que j'ai eue après était super, mais ma mère d'accueil s'est retrouvée malade, cancer de l'utérus pendant 2 ans, donc je ne l'ai quasiment pas vue au moment où j'ai changé de famille d'accueil. Donc ça a été très complexe. Et vous disiez aussi d'accepter qu'on n'a pas vraiment sa place dans ces familles, d'accepter bien qu'on ait juste un travail pour ces familles. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de familles d'accueil très aimantes, mais on retrouve souvent des différenciations sur des petites choses du quotidien où pour un enfant biologique, les règles ne seront pas les mêmes que pour l'enfant qui est placé. Et ça, c'est très difficile quand il y a une différence de traitement, quand on n'a pas le droit de rester seul parce qu'on a un enfant placé, mais l'enfant biologique a le droit de rester seul à la maison, quand on n'a pas le droit d'utiliser l'ordinateur parce qu'on est l'enfant placé, mais l'enfant biologique a le droit. Toutes ces petites choses, c'est des petites attaques qui sont très difficiles quand on vit au quotidien avec une famille. Alors, pour tenter d'améliorer la situation, il y a cette proposition de loi qui vient d'être votée hier à l'Assemblée. Vous étiez dans l'hémicycle et cette loi propose entre autres de poursuivre l'accompagnement des jeunes après 18 ans sous certaines conditions. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Alors, cette loi, il faut l'enterrer, il faut la mettre dans les tiroirs de l'histoire. Donc, vous êtes très déçus. On est très déçus, on est très en colère aujourd'hui. Nous, on a monté un collectif, La Rue à 18 ans, qui s'est mobilisé tout au long du travail parlementaire. On est déçus parce qu'à la base, cette loi était là pour rendre obligatoire donc, ce qu'on appelle les contrats jeunes majeurs, donc un accompagnement pérenne jusqu'à 21 ans pour les jeunes, voire jusqu'à 25 ans pour ceux qui font des études. Et c'est pas ce qu'elle propose. Finalement, elle met trop de conditions et donc elle va limiter le nombre de jeunes qui pourraient avoir accès à ces contrats. C'est une loi, on propose des contrats jeunes majeurs low cost avec une hiérarchisation des malheurs des jeunes parce que du coup, c'est carrément un contrat qui est anti-MNA. Les MNA, ce sont les mineurs non accompagnés. Et donc, il y a eu une volonté du gouvernement, à travers les amendements qu'ils ont fait passer de manière très cynique et sournoise, d'effacer toute une partie de la protection de l'enfance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 44%, pour entrer dans les détails, 44% des jeunes en protection de l'enfance arrivent après l'âge de 16 ans. Donc ça, c'est l'étude est là en 2013. Donc en gros, ils ne pourront pas profiter de ces contrats. Bénéficier. Oui. Après 16 ans, oui. Bon, Fouzi Matej, j'avais quand même une question. Vous dites un enfant doit être élevé dans l'amour, sinon il grandit avec des trous dans le cœur. Voilà, ce sont vos mots. Moi, je voulais vous demander si vous aviez aujourd'hui reçu suffisamment d'amour. Oui, je pense. Et mais dans le droit de mes éducateurs spécialisés, de travailleurs sociaux, il faut remercier aussi quand même le travail des travailleurs sociaux. Et oui, je pense de mes éducateurs notamment et de mes familles d'accueil. Eh bien, merci à vous d'être venu sur notre plateau tout de suite. C'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les tensions provoquées par Donald Trump. C'est dans l'air est intitulé ce soir Iran, Chine, les guerres de Trump. Bonne émission.